Chers amis téléspectateurs de Bénin Business 24, bonsoir à chacun de vous. Merci de nous retrouver ce soir pour un autre grand rendez-vous. Une fin de semaine qui sera des plus agréables. En tout cas, c'est notre vœu à votre endroit. Un vendredi soir qui verra certainement certaines personnes se préparer pour honorer leur mère. Ce dimanche, toutes les mères du monde bénéficieront d'une attention particulière. Le grand rendez-vous par ma voix souhaite donc par anticipation une excellente célébration de fête de mère à toutes les mamans d'ici et d'ailleurs. Nature et bien-être, Horizon Culture espère le 1945 ActuWeb. C'est le menu grand rendez-vous de ce vendredi soir. 25 ans après le vote de la Convention sur la diversité biologique. Face aux enjeux de notre temps, qu'en sera-t-il de la CBD? On en parle et sur ce plateau, Amandine Anyamboso recevra un naturaliste que vous connaissez déjà très bien. Il se nomme Patrice Sagbo. On entend donc souvent parler des thèmes comme accostage et appareillage. Vous avez compris, nous quittons donc la nature pour nous retrouver dans l'enceinte du port. Eh bien, que peut-on entendre par accostage et appareillage? Nous aurons ici même un consultant en économie de transport et assurance pour des explications. Elle a semblé ne plus revenir sur scène, mais en réalité, elle se préparait pour mettre sur le marché une œuvre musicale. Raissa Bedji a-t-elle complètement laissé la plume journalistique pour la plume musicale? Ndja est le chef-d'œuvre qu'elle a lancé récemment. Elle est ici avec nous et sera d'un moment à l'autre autour de cette table donc pour nous parler donc de son album. ActuWeb et le 1945 sont aussi attendus. Le 1945 ce soir qui sera présenté par Nadège Soni. Nadège, bonsoir. Bonsoir Karamata Bataou. Vous savez, on n'est jamais prophète chez soi. Benabé Laleye est un écrivain béninois célèbre et très apprécié sur le plan international, mais malheureusement très peu connu chez lui. Ce soir, nous allons nous intéresser aussi au métier de cambiste, un métier générateur de revenus, mais ceux qui s'y adonnent courent de nombreux risques. D'un métier à un autre, le community management, c'est un nouveau métier qui a fait son apparition à l'heure du numérique. Qu'est-ce qu'un community manager? Quelle est son importance aujourd'hui? Restez avec nous pour le savoir. Voilà, vous avez compris, c'est donc le sommaire. On développe tout à l'heure avec Nadège Soni. Alors, si vous permettez, si vous êtes prêts à décoller avec nous, on y va donc pour installer Raissa Bedji et c'est dans Horizon Culture.
Assis en place VIP ou debout accoudés, tous attendent l'entrée sur scène de la vedette de la soirée, Raïssa Gbedji. Même ceux qui ne connaissaient pas sa musique, comme Brice, béninois de souche, résident à l'étranger, est venu en vacances. Raïssa Gbedji est une artiste que je ne connais pas du tout, mais que je viens découvrir. Donc, je l'ai connue un peu par c'était du bouche à oreille surtout. Et le Bénin regorge de talents musicaux, de talents artistiques. Et pour moi, c'est l'opportunité de voir une démonstration de musique, jazz. Raïssa Gbedji, nouvelle artiste. Merci beaucoup, merci. 20h10, elle apparaît sur scène dans sa majestueuse robe. Le spectacle commence. Son style musical, du jazz mélangé à des rythmes du terroir comme entre autres du zinli. Et quand le chant cède place à la danse, Raïssa sait également s'y prendre. Un spectacle total et participatif, avec un public majoritairement debout. Brice ne boude pas son plaisir. Il ne connaissait pas Raïssa. Il a fait sa découverte. C'est tout simplement une artiste formidable. C'est, comme elle a dit elle-même, c'est le mariage parfait et harmonieux entre le jazz qu'on connaît et les sonorités de chez nous, traditionnelles. Donc une artiste formidable à suivre et encourager. Le sentiment de Brice semble faire l'unanimité. La musique de Raïssa reçoit ainsi l'approbation des mélomanes. Oui, je trouve la musique assez fluide, assez mélangée intelligemment. Et si elle décide de chanter comme ça, elle peut chanter. Elle a l'autorisation de chanter maintenant parce que j'ai l'infime conviction que ça va marcher. Moi, vraiment, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée par la qualité des invités qui étaient là ce soir et je suis ravie. Je pense que cette musique a été bien accueillie et c'est justement l'objectif. Ndja, Raïssa Gbedji informe qu'elle arrive avec sa voix, sa mélodie et ses instruments pour se frayer un chemin et se hisser dans l'arène musicale. Vous réapparaissez ou qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui? Votre actualité, en tout cas, Raïssa Gbedji, c'est que vous arrivez, vous annoncez là votre arrivée imminente certainement. Bonsoir. Bonsoir Karamat, bonsoir à tous les téléspectateurs de BB24. Effectivement, j'arrive. J'arrive donc avec un album qui est en préparation et pour annoncer l'album, nous avons choisi de donner ce concert à tous les mélomanes de Cotonou, essentiellement. Apparemment, tous ceux qui étaient là pour ce concert, ils étaient apprivoisés, ils étaient conquis par le spectacle que vous leur avez offert. Est-ce à dire que ça annonce déjà un succès de ce que vous préparez aux mélomanes de béninois, je veux dire? J'espère bien. Disons que nous travaillons dans ce sens. Nous avons proposé quelques couleurs, des orientations par rapport à ce que nous souhaitons proposer et très prochainement, l'album tout entier sera mis sur le marché et j'espère que le public béninois sera totalement satisfait. Totalement satisfait, oui. Totalement conquis. Alors oui. Dites-nous, Ndja, en langue fon, ça veut dire j'arrive. C'est ça. Alors vous arrivez porter quel message? Parce qu'on chante toujours pour apporter quelque chose, pour sensibiliser, pour éduquer, pour toucher les âmes. Qu'est-ce que vous comptez apporter? Mais déjà, vous parlez de Ndja, qui est donc l'un des titres de ce maxi qui a été présenté le 11 mai dernier. Ndja pour apporter du réconfort, pour encourager, vous l'avez dit, hein, nous pouvons distraire, égayer, mais c'est toujours bon quand vous écoutez de la musique et qu'à travers de la musique, vous avez aussi un message, quelque chose à retenir. Et Ndja, c'est beaucoup plus face à la détresse. On exhorte à aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Parce que dans notre petite vie de tous les jours, nous aurons toujours des difficultés. Mais pour autant,
nous ne pouvons pas baisser les bras. Voilà. Parce qu'il faut poursuivre. D'accord. Voilà. Est-ce que, ça c'est ma petite question, je représente enfin sur ce plateau les téléspectateurs du BB24. Oui. Ndja sera le titre éponyme, le titre qui va donner son nom à l'album, ou bien qu'en sera-t-il finalement? Ben, tout dépendra. Il y aura beaucoup de titres sur l'album et je crois que l'album portera un autre titre. Ndja, c'était d'abord pour dire j'arrive avec cet album, mais en attendant déguster vraiment sans modération ce maxi qui est mis à votre disposition. Et bonne coïncidence, ça allait aussi avec un titre de ce maxi. Mais je crois que le titre de l'album sera connu très prochainement. Très prochainement. Alors dites-nous, est-ce que ça va être toujours dans la même cadence, le même rythme? Parce que vous faites dans du jazz avec de la teinture locale, je vais dire ainsi, parce que ça fait un mélange. Oui. Est-ce que ça va rester tout dans tout l'album comme ça? Absolument. Parce que ce que moi je propose, c'est d'aller à la découverte des rythmes du Bénin. Et ça, nous n'en parlons pas beaucoup. Et je demande aussi encore à tous mes confrères, aux consoeurs d'appuyer davantage, de faire plus la promotion de la musique traditionnelle béninoise. Parce que quand nous faisons le tour, ce qu'il nous reste, c'est essentiellement cela. Et moi, étant amatrice et chanteuse de jazz, je dis c'est un bon véhicule pour moi pour apporter cette matière voilà, sur la place publique, j'allais dire, pour les personnes qui n'ont pas les mêmes clés de lecture que nous. Notre musique traditionnelle, nous l'aimons, nous l'apprécions, nous savons comment elle nous porte. Mais ceux qui ne sont pas de notre culture n'ont pas ces clés de lecture. Et le jazz étant déjà une musique moderne, internationale, qui traverse les temps, les générations, et qui est tout à fait compatible avec d'autres rythmes, alors moi je me suis dit, tiens, voilà, c'est une opportunité, c'est même une aubaine pour moi de pouvoir proposer cette fusion entre le jazz et les rythmes du Bénin. Et apparemment, je vois que ça se passe plutôt bien jusque-là. Et nous allons continuer dans ce sens. On vous souhaite en tout cas bonne chance pour le reste, pour votre parcours. Alors j'ai bien envie de savoir, c'est vrai quand vous parlez de rythme, on en a beaucoup, au Bénin. C'est une pluralité et elle est très riche. Quels sont ces rythmes-là que vous avez mis en exergue dans l'album que vous comptez exploiter? En tout cas, voilà, la dernière fois déjà, le public qui a fait le déplacement a pu danser du zinli, du ogbon, du palongo, voilà, tout en écoutant du jazz, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dépaysés. Et nous allons poursuivre dans ce sens et vous verrez ce que la sauce pourra donner. D'accord. Alors, est-ce que les autres titres sont déjà prêts ou dites-nous un peu, on entre là dans votre tout petit secret là rapidement. C'est déjà prêt, c'est du suspense, c'est quoi? Pour tout vous dire, les titres sont prêts, mais nous sommes encore en train de travailler en studio avec les musiciens. Et ceux qui étaient là à la présentation du maxi ont eu droit en exclusivité à quelques titres de l'album à venir. Donc nous avions présenté les titres du maxi, mais en plus, en bonus, quelques titres de l'album. Et donc, il y en aura beaucoup d'autres encore, voilà, à découvrir. Quelques difficultés certainement des difficultés, bon, il y en a toujours. Dans tous les domaines, il y en a, mais nous essayons de les surmonter avec les ressources dont nous disposons. Et les premières ressources pour moi, ce sont les musiciens. Les musiciens qui m'accompagnent vraiment avec engagement et détermination. Ils sont des musiciens Ce sont des musiciens béninois qui croient en ce projet et qui m'accompagnent. Et vraiment, je suis ravie. Et tout ça est fait sur place ou c'est de l'extérieur que vous avez essayé d'importer ici? Comment ça s'est fait? Non, tout est fait sur place. Parce que moi, je suis pour la valorisation des talents. Déjà, je fais la promotion de nos valeurs culturelles et j'aime bien aussi démontrer à la face du monde que nous avons des talents, de vrais talents chez nous. Voilà, qui ont juste besoin d'être portés, d'être accompagnés. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur donner, mais ensemble, le travail que nous faisons déjà apporte quelque chose et nous en sommes tous vraiment satisfaits. Voilà, quand on fait donc, quel que soit votre secteur d'activité, votre secteur d'intervention, quand vous faites le bon choix, c'est-à-dire d'intervenir chez vous, vous participez donc à la création d'emplois. Absolument. C'est important de le dire. Et si nous ne le faisons pas,
personne ne le fera à notre place. Il y a tellement de choses à valoriser dans notre pays, dans notre petit Bénin, comme nous disons, que nous aurions tort de ne pas nous en occuper. Voilà, ceux-là qui pensent qu'il faut forcément traverser les frontières et aller rechercher de la valeur ailleurs, ils se trompent certainement, la valeur, elle est ici. Il faut juste savoir chercher, il faut avoir sa propre inspiration, sa propre voix et ne pas forcément se calquer sur ce que font déjà les autres. Oui, vous savez, Karamat, la caricature qui va généralement avec nos pays africains, dont le Bénin aussi des fois, c'est l'image donc d'un homme ou d'une femme qui est posé sur un tas de lingots d'or et qui tend encore la main, qui mendie. C'est de ça qu'il s'agit. On nous demande juste de nous abaisser pour ramasser ces lingots d'or parce que nous en avons sous nos pieds. Donc c'est dire que la richesse est à portée de main chez nous. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de regarder du bon côté et de faire le geste qu'il faut faire. Et le geste qu'il faut faire, et ce message, je crois, il est beaucoup plus porté vers la jeunesse parce que vous voyez, vous vivez l'actualité avec nous sur le territoire, vous voyez qu'il y a beaucoup de chanteurs, de jeunes chanteurs qui s'essayent à la musique. Donc il faut bien leur expliquer que tout est déjà ici, il faut juste travailler la chose. Alors avant, on ne va pas vous laisser partir, hein, Raissa, sans vous demander que devient le journalisme, parce que beaucoup vous ont connu, journaliste, ça continue. Si oui, comment est-ce que vous arrivez à allier les deux, le journalisme et puis la musique? Mais je peux dire que le journalisme a été pendant de longues années pour moi la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est ce que je peux apporter à travers ma musique. C'est une autre façon pour moi de vendre le Bénin, de parler du Bénin. Vous voyez, mais c'est toujours au micro. Nous avons parlé, vécu des choses, couvert l'actualité, le social, mais en même temps, moi j'ai envie d'aller au-delà de cela et présenter davantage le Bénin, montrer de quoi nous sommes capables, ce que nous avons de vrai, de pur chez nous, malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré l'environnement mondial difficile que nous traversons actuellement. La musique aujourd'hui a donc pris les devants pour vous? Oui, pour moi. Mais journaliste, je reste journaliste parce que de toute façon, après tant d'années dans la profession, vous développez des réflexes qui ne partent pas du jour au lendemain. Et de toute façon, moi je suis là pour servir, je sers à ma façon, tout en n'oubliant pas que j'ai une autre plus grande passion qui est la musique. N'est-ce pas? Voilà. Justement, parlant de musique et vu que le temps à nous accorder est presque terminé, est-ce que vous pouvez offrir un petit acapella à nos jeunes amis téléspectateurs, à nos tontons, nos papas et surtout à nos mamans? Je ne sais pas si vous avez un titre pour les mamans. Parce que dimanche... Pour les mamans, c'est vrai, dimanche, c'est les mamans. C'est la fête des mères. Mais moi, j'ai un titre qui ne parle pas spécifiquement des mamans, mais qui parle des parents. D'accord. L'hommage à rendre aux parents. On vous écoute. En particulier aux pères surtout, hein, parce que les pères se plaignent souvent qu'ils sont négligés. C'est toujours ça ce qu'ils font, ces pères-là. Et moi, je leur dis, Midonu damon ninongo, bele upese tochemon ninongo, onya ejiado, nientame ninande adivile. Gbeme yinu degbe, alors non sea, we nundie suloe. Toi gala nadiha, we no pombo non gbedeji. Me to gala, nu mewe, e no pombo non gbedeji. Toi gala nadiha, we no pombo non gbedeji. Me to gala, nu mewe, e no pombo non gbedeji. Merci beaucoup. Merci franchement. Moi, j'applaudis déjà. C'est un talent Karamat. que vous avez. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous. La chance vous accompagne. Le Amin. grand rendez-vous BB24 est là pour vous. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Vous êtes ici chez vous. Merci à vous. Voilà, c'était donc Raissa Gbedji qui a donc lancé, c'est un single, hein, je le rappelle, qui annonce son album très prochainement. Voilà, c'est du jazz avec les rythmes de chez nous. Merci beaucoup à notre invité et nous passons à une autre rubrique, à un autre invité, Raissa Gbedji, qui va donc partir et faire la place à Monsieur Patrice Sago.
Voilà, le 22 dernier, c'était la journée de la Convention sur la diversité biologique. On se demande, puisque le temps change beaucoup, on parle de changement climatique, il y a donc des règlements au niveau de l'environnement. Que faut-il faire? Faut-il revoir la Convention? Quelles sont éventuellement ses limites et comment les relever? C'est ce dont il va s'agir dans les 15 minutes à venir. Et pour installer Patrice Sagbo, voici encore ceci pour vous. La biodiversité culturelle est un concept transversal permettant, dans une seule et même approche, d'appréhender la complexité des liens qui unissent nature et culture. Une race animale, une variété végétale, un paysage, un écosystème microbien correspondent à une accumulation d'ajustements qui témoignent de la capacité inventive des sociétés et de l'extrême malléabilité du vivant. Ceci varie selon la nature des productions, elles-mêmes dépendantes des conditions environnementales et sociales. Cette combinaison de facteurs sous-tend et organise des niveaux de complexité biologique distincts. La biodiversité se caractérise par l'ensemble des êtres vivants, de leur patrimoine génétique et des complexes écologiques où ils évoluent. Cette définition privilégie le sauvage. Lorsqu'elle concerne les plantes cultivées et les animaux de l'élevage, la biodiversité domestique ne saurait exister sans les pratiques et les savoir-faire développés par les sociétés qui la créent, la maintiennent ou la réduisent. Cette constante proximité conduit à l'usage croissant de biodiversité culturelle, un vocable bien approprié pour qualifier et caractériser la diversité des êtres vivants et des sociétés. Aujourd'hui, les spécialistes nous invitent à considérer la biodiversité culturelle comme un élément intrinsèque du développement durable. Cette reconnaissance nécessitera pour les sociétés occidentales une ouverture aux autres visions du monde. C'est dans les années 90 que les liens entre biodiversité naturelle et culturelle ont été mis à jour. Ces liens forts révèlent une corrélation étroite entre la diversité de formes du vivant et la richesse des adaptations de l'homme à cet environnement naturel. Eh bien voilà qui nous installe et Amandine, elle est là et Patrice aussi est là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Karamata. Amandine Anyambosu avec le sourire et juste en face de vous, vous avez tout pour faire une cuisine rapidement là. Ah, comme ça, le disait Monsieur Sagbo tout à l'heure, bon, demain c'est la fête des mères. On va faire du haricot, il y a déjà le piment, du gingembre et les petits poissons. Il y a du douté. Ah, du gingembre. Asie aussi. C'est des sauces d'Asie, quoi. Ouais. On va comparer tout ça. Et tout ça, c'est la biodiversité. Bien sûr, c'est ça. En quoi c'est la biodiversité, M. Sagbo, puisque nous sommes là pour parler justement des enjeux, des limites éventuelles de cette convention que vous connaissez certainement bien, au bout des doigts. En quoi est-ce que ça, c'est la biodiversité? Comme je suis en face de deux braves dames, je ne vais pas manquer la tradition en souhaitant belle fête des mères à toutes les femmes du monde entier. Merci et du beaucoup, Bénin, Avi. surtout les femmes rurales qui, chaque jour que Dieu fait, contribuent à transformer ces produits agricoles pour que nous ayons de la nourriture, tant pour les enfants que pour les adultes, en ville et dans les villages. Donc, lorsqu'on parle de biodiversité, on parle de tous les animaux, de tous les végétaux et de tous les micro-organismes qui participent à la vie, à donner la vie, à perpétuer la vie et pour le bien-être de l'humanité. Et là, nous avons tout ce qui peut contribuer à la santé, les plantes médicinales, tout ce qui peut contribuer à la nourriture, c'est-à-dire que ce que vous avez dit ici. Et lorsqu'on parle de biodiversité, c'est tout ce qui donne vie. Ce n'est pas seulement des ressources naturelles. Donc on ferait la distinction désormais entre pétrole, ciment et ces ressources naturelles qui sont renouvelables alors que les autres ne le sont pas. Ici, ces ressources sont porteuses de vie. On peut les perpétuer en les cultivant dans des conditions données, alors que le ciment, le pétrole et autres ne sont pas porteurs de vie. Voilà. Ouais, c'est ça la différence. Et ici, il faut aussi parler de la diversité
des variétés. C'est pour ça que vous avez amené tous ces produits. On parle du maïs de chez nous, du maïs de Pobet, du maïs du Nord, le maïs du Mono. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Lorsqu'on rentre dans les Niébé, vous avez du blanc. Parmi les blancs aussi, il y en a beaucoup d'autres variétés. Oui. Donc c'est ça qui fait la richesse de la biodiversité. On rappelle, c'est juste un petit rappel, information aussi. Exactement. Quand on dit niébé, c'est haricot, ce que nous appelons habituellement haricot. Haricot, c'est ça. Parce qu'il y a haricot blanc pour haricot rouge pour le gnomli, quand on est dans le centre du pays. C'est ça. Voilà. Le yeke, voilà, tout se fait avec l'iam, vous voyez, non? L'iam, il y a plusieurs variétés. C'est cette diversité qui conserve la biodiversité. Et en venant avec tous ces produits, vous avez voulu faire la différence entre les produits naturels et les forêts, parce que selon vous, quand on parle de biodiversité, les gens font référence directement aux forêts. Oui. Alors que ce n'est pas que ça. Les forêts aussi, parce que les forêts, c'est déjà la nature. Mais à l'intérieur des forêts, nous avons le sol. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi les écosystèmes dans lesquels vivent ces ressources. Voilà. Tout ça là participe à la biodiversité. Sans les écosystèmes, il n'y a pas vie. Sans les ressources, il n'y a pas aussi d'écosystème. Donc, c'est les relations qui existent entre ces ressources, entre elles, entre les écosystèmes pour produire de la vie et donner du bien-être à l'humanité. Et face aux menaces actuelles, il est important de préserver cette biodiversité. Voilà. Oui, bien sûr. Et la Convention sur la diversité biologique, normalement, est là pour ça. Exactement. Que retenir alors de cette Convention 25 ans après? C'est au vu de cette menace qu'en 1988, la communauté internationale a jugé utile de concevoir un outil juridique pour la conservation durable. Ce n'est pas pour faire de la répression, c'est pour amener l'humanité à gérer durablement les ressources, parce qu'on estime que c'est les ressources qui nous maintiennent en vie. Si ces ressources arrivaient à disparaître, la vie serait difficile sur Terre. Donc depuis le 29 décembre 1993, la Convention est entrée en vigueur après 30 ratifications au 90e jour. C'est ça. Et le Bénin aussi l'a ratifié. Mais ça fait 25 ans de vie. Que retenir de ce Que retenir ici, moi j'ai vu, chacun va faire le bilan à son niveau. Au niveau international, moi j'ai vu que les gens ont fait leur travail. À partir de cette convention, sont nés... Ah, vous l'avez sur c'est la convention, ça. La convention sur la biodiversité. Vous voyez, cette convention a généré 3 autres protocoles. Le protocole sur la biosécurité, c'est ça. Le protocole APA qui parle du 3e objectif et le protocole additionnel sur le protocole de Cartagena. Ces protocoles devraient aider les pays à faire une planification claire pour traduire en action concrète cette convention-là. Parce que lorsqu'on dit la convention a 3 objectifs, conservation, utilisation et partage juste et qui parle des avantages, c'est trop compact pour être implémenté au niveau national. Maintenant, on a mis à la disposition des pays 20 objectifs qui s'appellent objectifs d'Aichi. Ce ne sont que des sous-objectifs pour permettre aux États de voir clair dans toutes les dimensions de cette convention, voir qu'est-ce qu'il est bon de faire pour avancer et atteindre en 2020. À votre avis, justement, avec ce parcours qui est fait jusque-là, qu'est-ce que vous retenez? Oui, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas... Regardez, moi, je suis peiné. Ici, nous parlons à une presse, devant une presse qui accompagne. Donc, on a dit, entre autres, dans les articles 12 et 13, d'accompagner la presse à faire de la sensibilisation sur la diversité biologique. On a dit de traduire dans le programme des écoles et des universités cette convention dans les programmes. Est-ce que c'est fait à votre avis? Moi, je n'ai pas vu ça. Vous avez vu avec moi? Moi, je n'ai pas vu. Ici, est-ce qu'on vous donne de la dotation pour faire de la sensibilisation et de l'information sur la diversité biologique? C'est ce que déjà nous faisons à travers ces différents plateaux que nous offrons aux téléspectateurs. C'est pour ça que moi, je salue la naissance de B24 et des émissions de l'ORTB. Parce que tous les mardis, par exemple, on parle de l'environnement. C'est une belle initiative. Qui se fait déjà, même si ça n'a pas commencé avant, ça a commencé maintenant, nous sommes obligés de saluer ça. Voilà. Ce n'est pas fini. Nous devons manger sain. Ou bien non, on doit manger sain.
Et là où vous devez aller planter ce qu'on doit manger, c'est il ne faut pas les contaminer avec des pesticides et des engrais chimiques. Nous devons le dire. Le dire, ce n'est pas dire à quelqu'un que tu fais du mal, non. C'est attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'on a besoin des ressources en forme mentalement et en forme matériellement pour accompagner le développement. Vous voyez le drame qui s'est produit à Kwenou. Tout le monde parle à Tiémé. Ce n'est pas à Tiémé. Le drame s'est produit à Kwenou. Nous y sommes rendus hier seulement. Et on a vu que... Ça, c'est votre version, hein, M. Sabo, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui y étaient et qui ont dit sur ce même plateau... Le village s'appelle Kwenou. On ne va pas faire ce débat ici. Kwenou, et c'est Kwenou. On est parti là-bas hier. Monsieur Sabo, on ne va pas se lancer dans cette polémique-là. Oui, non, ce n'est pas polémique. C'est pour vous dire seulement que si ces ressources qui devraient servir l'homme venaient à disparaître avec cette masse-là, qui perd. Ça fait donc les enjeux. C'est nous qui perdons. Voilà. Il y a beaucoup de choses donc à faire. Exactement. Donc il faut veiller sur les écosystèmes qui fournissent la nourriture. Le poisson, c'est de la nourriture naturelle. Mais on ne peut pas se cantonner seulement à la cueillette. La cueillette, c'est que ça peut disparaître, ça peut finir. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne finisse pas? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça nourrisse durablement les populations à la base et les populations en ville? Il faut un programme. Voilà. C'est ça que je dis. C'est ça le programme de sécurité et de souveraineté alimentaire sans être obligé de tendre la main aux autres pays pour réclamer de la nourriture au Bénin où il y a des forêts, il y a des champs, il y a de la terre, il y a des or. C'est de ça que nous parlons. Oui, M. Sabo, quelles sont alors déjà vos propositions pour une bonne mise en application de cette convention sur la diversité biologique? Ici, il faut traduire la convention en plan d'action au niveau national. Et on ne dit pas de mettre tout en œuvre. Par exemple, ce qui nous manque ici, c'est l'éducation à tous les niveaux. Nous devons contribuer, faire en sorte que cette convention participe à l'éducation des enfants à l'école, à l'université et dans tout le pays. Mais je crois que dans les programmes des enfants, il y a quand même des cours là, spécifiques où on leur apprend à préserver déjà l'environnement, le cadre de vie. C'est tant mieux. Je ne veux pas qu'on confonde l'environnement et la biodiversité. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle de biodiversité, les gens parlent forêt. Ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas que ça. Il y a la nourriture, il y a tout ce que nous utilisons pour nous soigner. Il y a également les arbres de la forêt. Il y a les micro-organismes que nous ne voyons pas. Vous voyez, il y a tout ça qui est dedans. Donc, à part le défi de l'éducation, il y a le défi de l'information grand public par la presse. Vous voyez, et il faut aussi veiller à la conservation des écosystèmes en utilisant moins les engrais chimiques de synthèse et je crois que c'est un défi, c'est le grand défi d'ailleurs, la non-utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture aujourd'hui. On peut réduire, vous voyez, à défaut on peut réduire. Si on ne peut pas éliminer complètement, oui. Il faut réduire et réglementer l'utilisation. Il y a trop de témoignages. Et ce qui est conseillé, c'est de revenir au bio. C'est faisable, c'est possible. Aller derrière le site, la direction des eaux et forêts aujourd'hui, vous allez voir que les gens sont en train de faire une fois. Regardez ce qui se passe. On peut faire l'agriculture sans utiliser une goutte de pesticides chimiques, une goutte d'engrais chimiques. C'est possible et c'est faisable. Depuis nos ancêtres, ça se faisait. Pourquoi nous voulons nous séparer, nous divorcer de ces pratiques quand même très bien aujourd'hui où on parle de modernisation? Nous n'avons aucun système qui puisse nous prendre en charge au point de vue santé. Il n'y en a pas encore. Ça va venir, mais il n'y en a pas. Mais si on peut faire en sorte que ça ne vienne pas, ça fait encore de l'économie à l'État pour l'argent à faire autre chose. C'est ce que nous disons, en accompagnant seulement les gens. Mais si les gens ne prennent pas l'habitude à la base, lorsqu'ils grandissent, c'est difficile. Ils font voir que les shawarma et les pains, c'est dangereux. Alors qu'on peut bien manger son haricot et son arachide et tout. Et à partir du haricot, vous avez plusieurs autres mets. Ça prend. Ça veut dire qu'il faut mettre à contribution les connaissances traditionnelles. La Convention a parlé de ça. Et il faut les protéger. On ne peut pas aller voir un qualité-thérapeute aujourd'hui pour dire « Dis-moi ce que tu utilises pour guérir le palu ». Moi, je lui dis de ne jamais dire ça. Parce que lorsqu'il le dit, il est dépouillé. Et ça ne lui rapporte rien. En Europe, ce n'est pas comme ça. On le sécurise d'abord.
on le rassure pour dire que lorsque tu dis ça, Monsieur Sagbo, on te garantit... Monsieur Sagbo, oui, madame. Vous savez que la télé, c'est une question de temps. On a fini notre temps. Oui, mais je dis de bonnes informations et je suis sûr que les téléspectateurs seront contents de moi. Voilà. Ils sont contents de vous. Voilà, c'est ça. C'est ce que je leur dis. Et de ne jamais oublier, le 22 mai, le 22 mai, c'est la journée de la diversité biologique. Il faut le fêter à sa manière dans tous les foyers. Merci beaucoup à vous, monsieur Sagbo. Toujours intéressant. Amandine Anyambossou. Moi, j'aime de ces gens d'invités. Merci. Monsieur Sagbo, merci. Bonne cuisine à vous. Vous nous laissez ça. Vous les gardez dans le pays. Merci beaucoup. Bon retour chez vous, monsieur Sagbo. Et nous passons ainsi, sans vraiment grande transition, à la troisième rubrique, à savoir Espère. Monsieur Damien Awandokon, vous êtes consultant en économie de transport et assurance. Bonsoir. Bonsoir, Madame Karamat. Voilà, on était tout à l'heure dans la nature, grandeur nature, je me le permets bien, avec Patrice Sagbo. Alors nous allons revenir, on vient là maintenant au sein du port. On prend le port que nous connaissons, le port autonome de Cotonou. Alors quand on prend le port, on a beaucoup d'engins qui se frottent. Nous avons déjà les navires et puis les conteneurs et tout ce que vous connaissez. Monsieur Awandokon, dites-nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre par accostage et appareillage? Ce sont des manœuvres qu'on retrouve habituellement, au quotidien d'ailleurs, au sein du port. Ok, merci pour l'invitation. Permettez-moi d'abord, par anticipation, de bien vouloir souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes du monde entier, aux femmes, celles béninoises, et à ma chère maman. Rentrant dans le vif du sujet, je pense que vous nous aviez donné l'opportunité de pouvoir opiner sur une thématique purement technique. Voilà. Parce que ici, nous sommes en train de parler des manœuvres maritimes. Et quand on parle de manœuvres maritimes, je pense que ça regroupe beaucoup de choses. Mais le cas spécifique ici, on veut parler de l'accostage et de l'appareillage des navires. Le thème étant tellement technique que bon, je vais peut-être me faire comprendre d'une manière ou d'une autre pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Allez-y. Quand on parle juste de l'accostage d'un navire, je dirais juste tout simplement que c'est juste une opération qui consiste à mettre le navire à quai. Ça, c'est juste l'accostage. Mais dans un langage un peu maritime, nous pouvons dire que l'accostage consiste donc pour un navire ou une embarcation à venir sans aide parallèlement à un quai ou à un autre navire afin de s'y amarrer. Donc, c'est à peu près ça l'accostage. Et contrairement à l'appareillage, l'appareillage c'est juste pour que les téléspectateurs puissent comprendre, c'est juste le départ du navire. Le départ? Oui. C'est-à-dire, il retourne il retourne du bassin du port. D'accord. Oui. Là, ça c'est l'appareillage. Donc, avant qu'il n'y ait appareillage, il y a d'abord accostage. Bien sûr, il y a d'abord accostage. Puisqu'on a dit que l'accostage, c'est juste l'arrivée du navire. Exactement. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir, bon, il n'y a pas de manœuvre sans acteurs qui tournent autour. Quand on prend déjà l'arrivée, l'accostage d'un navire, quels sont les acteurs? Déjà, on retrouve celui qui est à bord. Bon, il y a plusieurs acteurs qui interviennent lors des opérations de l'accostage et de l'appareillage des navires. D'abord, nous pouvons citer quand il y a une manœuvre pour faire entrer un navire dans le bassin du port. Comme acteurs, il y a les timoniers, nous avions les maîtres amarreurs, nous avions le pilote même en question qui va faire entrer le navire, nous avions les mécaniciens et officiers, nous avions les officiers du port. En bref, c'est une chaîne vraiment logistique qui concourt à la bonne marche de l'opération de l'accostage. D'accord.
Et quant à l'appareillage, j'imagine là que c'est le contraire. Bien sûr, c'est le contraire. C'est pas beaucoup de personnes autour. Non, pour l'accostage, bon, on n'a pas besoin de beaucoup de monde par rapport à l'accostage. D'accord. Et quels sont les éventuels problèmes, les risques auxquels sont exposés ces acteurs-là? Parce qu'on imagine un navire, c'est bien grand, c'est pas un petit engin. À quoi est-ce que ces acteurs-là sont souvent confrontés rapidement? Bon, je pense qu'en termes de problèmes, en termes de difficultés, les problèmes sont tellement légion. D'abord, comme je l'ai toujours l'habitude de dire, il faut mettre l'accent sur la formation des hommes qui animent ce secteur très technique. En plus de cela, aujourd'hui, au port de Cotonou, nous n'avions pas vraiment un radar de dernière génération qui puisse donc permettre aux navires rentrant dans nos eaux. Et nous avions vraiment des problèmes de la logistique. Et nous avions des problèmes liés, comme je viens de le dire, par rapport à la qualité de ces hommes qui animent l'opération de l'accostage et de l'appareillage. Nous avions aussi, entre autres, vous savez que l'épi d'arrêt de sable qui a été construit, ça ne fait pas longtemps. Ça, vraiment, il est bien vrai que ça a réglé les problèmes d'une part, mais d'autre part, ça fait que nous sommes confrontés chaque fois et toutes les fois aux problèmes de dragage dans nos bassins. Donc, en bref, voilà à peu près les problèmes que nous avions. D'accord. Et dans quelles conditions ils interviennent dans ces opérations? Oui. Bon, et vraiment, c'est tellement passionnant quand, lors d'un accostage ou d'un appareil de navire, d'abord, il y a, si on veut accoster un navire, quand un navire vient dans nos eaux, il y a ce que nous appelons souvent la vigie, la tour de vigie. Il y a un timonier qui est chargé, une fois quand le navire est rentré dans nos eaux, le timonier essaie quand même de communiquer avec le commandant du bord qui est dans le navire, qui lui donne quelques caractéristiques du navire, à savoir le nom du navire. Est-ce que les navires sont immatriculés? Bien sûr, les navires sont immatriculés. Le nom du navire, la taille du navire, la cargaison, comment on appelle, le tirant d'eau, la longueur du navire, la largeur du navire. Donc, c'est pratiquement toutes ces informations qui permettent quand même au commandant du navire de pouvoir vraiment rester dans nos eaux. Donc, à part quand cela est fait, le commandant du port ou le pilote, qui est donc du cas, se déplace et avec la pilotine, et la pilotine l'embarque. Et puis, le commandant essaie quand même de rentrer dans le navire pour faire rentrer le navire dans nos eaux. Ce sont des noms, on aurait aimé quand même avoir avec beaucoup plus de précision ces différents noms. Quand vous parlez de pilote, ce n'est pas les différentes parties. Bon, je viens de parler tout à l'heure de la pilotine. Voilà, pilotine. Okay, quand on parle de pilotine, dans pilotine, la pilote. Donc, c'est le commandant, c'est-à-dire le pilote. C'est lui qui est chargé de rentrer dans la pilotine, c'est-à-dire c'est juste un appareil qui permet donc d'amener le commandant pour aller vers le navire qui veut rentrer dans nos eaux. Donc, une fois comme le commandant du navire ne maîtrise pas nos eaux, le pilote en question l'assiste lors de l'accostage pour faire rentrer le navire dans nos eaux. Ceci juste pour éviter les dégâts. D'accord. Justement, parlant des dégâts, est-ce qu'il arrive des accidents, de ces petits accidents de travail qui surviennent au cours de ces opérations? Vous en connaissez certainement? Bon, sans langue de bois, à ma connaissance, jusqu'à présent, il a vraiment des hommes de qualité en ce qui concerne les pilotes. Il n'a pas encore eu de dégâts. D'accord. Il n'a pas encore eu de dégâts. Donc tout se passe très bien. Sinon, quels pourraient être éventuellement les risques? Les risques sont vraiment nombreux, hein, parce que si la manœuvre n'est pas bien faite, que ce soit lors de l'accostage ou de l'appareillage, le navire peut peut-être couler l'ancre. D'accord. Merci beaucoup. On revient à vous pour la suite. Nous allons ensemble regarder le journal, le 1945, à la présentation Nadège Soni.
Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. Médecin de profession, poète et romancier par vocation, Bernabe Laye est un auteur béninois qui compte à son actif 3 romans et 4 ouvrages littéraires. Malgré ses distinctions au plan international, l'auteur n'est pas connu dans son pays. Dans ce journal, nous irons à la découverte du métier de cambiste dans les espaces frontaliers. Nous parlerons de sa rentabilité et des risques auxquels s'exposent les cambistes de la frontière bénino-togolaise La Kondi. Un nouveau métier a connu le jour à l'avènement du numérique. Il s'agit du community manager. En quoi consiste ce métier? On en saura un peu plus tout à l'heure. On démarre cette édition par la culture. La dernière génération des écrivains de notre pays est très peu connue des lecteurs. Pourtant, ils ont marqué les années 80 et 90 par leur forte production littéraire. Médecin de profession, Bernabe Laye est un poète et romancier par vocation. Allons donc à la découverte de cet auteur béninois à travers ce reportage de Bénédicte Kposso et Marcel Arossi. Il est avant tout un médecin des hôpitaux. De son vrai nom, Bernabe Laye, cet auteur qui compte à son actif plusieurs romans et ouvrages poétiques, vit et écrit à l'étranger. Il mène de front sa double vocation médicale et littéraire. Il n'a jamais oublié son pays, le Bénin. Ah oui, il était un pays, on ne sait pas par quel bout le prendre. Rien à faire. Seulement gueuler l'éclat de la blessure, casser le miroir dans les yeux des autres, fuir l'intouchable image d'une vérité des jours ordinaires. Un pays qui se dresse parfois comme un point jailli de l'océan. Vous avez deviné que c'est mon pays. Son pays auquel il reste très attaché et qu'il se plaît bien à représenter hors de ses frontières. Le nom du Bénin que je porte est un moteur extraordinaire et je suis heureux qu'on parle du Bénin, qu'on parle du Bénin à Santiago de Chili, qu'on parle du Bénin à Lima au Pérou, et qu'on parle du Bénin au Canada, qu'on parle du Bénin à Durban en Afrique du Sud, parce que je suis là et que je suis, sans que vous le sachiez, votre représentant. Il est très poétique, même en écrivant du roman, et son amour pour sa patrie transparaît bien souvent dans ses ouvrages, ce qui est apprécié. Bernabe Laye, c'est une production littéraire qui a déjà un certain âge, très abondante et variée. J'aime beaucoup sa production parce que j'y trouve de la poésie, même dans les romans. Ce qui est frappant dans l'œuvre de Bernabe Laye, c'est que tout en vivant là-bas, il est toujours présent ici. Et ce que j'aime aussi en lui, c'est qu'il est toujours égal à lui-même, qu'il écrive du roman ou de la poésie. De la nostalgie des jours qui passent, sa première parution en 1981, l'homme est aujourd'hui à plus d'une vingtaine de publications. Ils sont reconnus comme étant des facilitateurs d'échanges commerciaux. On les rencontre dans les espaces frontaliers ou dans les grands marchés. Ce sont les cambistes, mais la plupart exercent dans le secteur informel. Ce métier est-il sans risque? Jules Akoikou, Rokorélien Akoikou. Ils sont des facilitateurs d'échanges commerciaux à la frontière La Kondi. J'ai fait la monnaie Naira en Syrie en CFA. Très sollicités, leur activité consiste en l'échange de devises afin de permettre aux passagers en transit de faire de petits achats. Si tu amènes 1000 francs CFA, tu prends Naira, ça coûte 350 Naira. Ça veut dire 350 Naira, 1000 francs CFA en Naira. L'activité de cambiste ambulant n'est pas si rentable à cet espace frontalier, mais elle génère de petits bénéfices.
quelques jours, tu ne gagnes rien. Un jour, tu peux gagner même 1000 francs, 4000, 5000, tu gagnes. Des difficultés cependant, il n'y en manque pas. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Un jour, on va t'amener l'argent qui n'est pas bon, tu gardes ça. Un jour, le volet il va prendre ton calculatrice pour mettre un code dedans, même si tu as quelqu'un qui n'a rien compris, il va faire avec ton argent. Ici, il n'y a aucun braquet ici d'abord, mais on croit qu'il n'a qu'à laisser ici quoi. Mais il y a les bandits qui amènent faux billets, puis nous dérangent avec ça. Exerçant dans l'informel et constituant de surcroît une source d'insécurité aux usagers, ils sont souvent persécutés par les forces de sécurité publique. Ici, la police nous dérange. Parce que si tu es en train de faire la monnaie, si on te prend, on va te former 2 jours, 3 jours, ou bien on dit que tu as qu'à payer même 10 000, ou bien on va te mettre balayer, ou bien tu as qu'à ramasser les sables qui sont au commissariat. Les usagers, eux, apprécient bien leur service. Ils suggèrent qu'en attendant de formaliser l'activité, qu'un espace leur soit aménagé à cette frontière bénino-togolaise afin de continuer à les aider dans les opérations de change. À l'ère du Web 2.0, la communication digitale via les médias sociaux est en pleine expansion. Une expansion d'ailleurs qui suscite la naissance de nouveaux corps de métier du Web tels que le Community Management. Qu'est-ce que le Community Management? Quelle est son importance? Élément de réponse dans ce reportage de Benol Djogbe et Lucrèce Degla. Depuis 2007, plusieurs entreprises font recours à la communication via les médias sociaux. Leur ambition, atteindre des milliards de prospects à travers le monde. Cette forme de communication digitale englobe plusieurs secteurs, à savoir le community management. C'est déjà un mot anglais qui veut dire la gestion de communauté. Mais il faut dire que cette gestion de communauté est spécifiquement liée au web et aux réseaux sociaux pour être encore plus précis. Au Bénin, même si le community management est peu connu, les spécialistes en la matière existent. Ils exercent pour le compte d'une ou plusieurs organisations ou pour le compte d'une agence de communication web. Le community manager veille à l'image d'une marque, d'une entreprise sur Internet. C'est lui qui est garant de l'image de l'entreprise. Il est chargé de répondre aux abonnés. Donc, d'avoir un discours poli, conciliant envers les abonnés et les potentiels clients. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Facebook, des centaines de millions sur Twitter, des centaines de millions sur LinkedIn. Pour des organisations, notamment pour des entreprises, c'est du potentiel. Ce sont des prospects qui sont là, des gens qui peuvent convertir en clients. Et donc, la gestion de communauté, donc le community management, permet à des organisations de vendre leur image, de vendre leurs produits à ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Quel profil faut-il alors avoir pour assurer la fonction de community manager? On peut passer par le classique, une formation en marketing, comme on le fait dans les universités béninoises. Et après, avec le community manager, c'est plus une histoire de sensibilité. La façon dont il connaît les réseaux sociaux, la façon dont il maîtrise son sujet, avec les compétences acquises en marketing, la personne n'a pas la chance ou l'opportunité de faire ce cursus classique. Il peut se faire former sur Internet. Outre ces formations, il est important pour ce professionnel de la communication de faire preuve d'originalité dans son travail. Ça demande beaucoup de créativité et d'innovation. Parce que si vous envoyez un message aujourd'hui, demain il faut créer, il faut innover à tout bout de champ. Et ça, c'est pas toujours facile. Être community manager, c'est pas uniquement axer une stratégie sur le net pour une entreprise. Il faut avoir plusieurs qualités comme le fait de s'exercer au graphisme. Il faut avoir au moins un background suffisant pour pouvoir exercer dans le community management. L'exercice de ce métier du web n'est pas sans difficulté. C'est très exigeant, un petit message mal placé peut vous tourner au ridicule ou bien créer un bad buzz pour l'entreprise. Et là, tout de suite, vous risquez votre poste. L'autre difficulté, c'est que vous devez être tout le temps connecté.
vous avez une vie finalement hyper connectée, vous êtes sur téléphone, sur ordinateur, à tout moment de la journée parce que vous êtes en train de traquer tout ce qui peut se passer sur la toile. Pour un salarié, à 20h, il n'est plus au boulot, mais à 20h, vous pouvez avoir un message sur Facebook qui va créer un buzz et le community manager est tenu de répondre. À l'instar des autres secteurs de la communication en ligne, le community management est une réelle nécessité pour toute entreprise, voire toute organisation. Selon eMarketer, la publicité en ligne a permis de faire environ 225 milliards de chiffre d'affaires sur le plan mondial. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes. Une belle soirée à vous, Nadège Sonny, après cette présentation. Bon retour. Alors, à vous qui avez pris l'envol avec nous depuis 19h et si, entre-temps, vous avez pris le train en marche ou le grand rendez-vous en marche. Voilà, nous sommes revenus. On était avec notre expert, M. Damien Awandokon, avec qui nous parlons aujourd'hui de quelques manœuvres portuaires, l'accostage, l'arrivée d'un navire et l'appareillage sans départ des eaux, des eaux du pays qui l'accueillent. Alors, et on évoquait donc tout à l'heure les risques éventuels auxquels sont exposés ou seraient exposés les acteurs de ces manœuvres. Et vous avez parlé par exemple du coulage. Qu'est-ce que c'est que le coulage ? Bon, vous savez quand même que lors des manœuvres, par exemple, si le pilote, notre pilote, le pilote du port de Cotonou, si ne maîtrise pas, puisque le pilote du port de Cotonou maîtrise les eaux, c'est-à-dire pour faire rentrer un navire dans nos eaux, c'est notre pilote qui maîtrise. Donc il assiste le pilote du navire pour faire rentrer son navire dans nos eaux. Donc si cela ne se fait pas vraiment avec toute la technicité, toute l'expertise qu'il faut, le navire peut peut-être couler l'ancre et peut-être casser les quais. On n'a jamais connu ça, mais toujours est-il quand même que les pilotes... Ça veut dire que nous avons un port sécurisé. Bien sûr, on a un port sécurisé. Avec des acteurs quand même qui connaissent leur métier. Bien sûr, qui connaissent leur métier. Donc à part ça aussi, par exemple, lors des manœuvres, un agent peut perdre sa vie facilement, puisque je disais tout à l'heure que quand le navire veut accoster dans nos eaux ou appareiller dans nos eaux, c'est toute une gymnastique qui se fait. Donc il y a quand même l'interconnexion entre le commandant du bord, les officiers du port qui sont déjà à quai bien avant l'accostage, ils communiquent de part et d'autre, donc ils guident le navire juste à ce que le navire soit OK. Rappelons au passage que quand on parle de l'accostage de l'appareil des navires, il y a les remorquages, c'est-à-dire les remorqueurs qui interviennent, qui sont vraiment des appareils vraiment très indispensables. Là, ça fait la manutention, hein? Ça c'est un autre aspect. Non, ce n'est pas la manutention, puisqu'on ne peut pas parler d'accostage et d'appareillage sans les remorqueurs. Les remorqueurs jouent un rôle très indispensable dans les manœuvres maritimes, puisque c'est les remorqueurs en question qui tirent, qui poussent le navire jusqu'à quai. Donc, vous voyez pratiquement toute la gymnastique qui est autour de cela. D'accord. Alors, est-ce que les agents et même le navire aussi assurés, je ne reviens pas là-dessus. Bien sûr, il n'a pas de navire sans assurance. Voilà. Tous les navires sont assurés quand même. D'accord. Comme vous assurez votre voiture. Et les acteurs aussi. Bien sûr, les acteurs aussi sont assurés. D'accord. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un âge justement pour ces genres de manœuvres? Est-ce que c'est pas n'importe qui peut le faire? C'est à la portée de pratiquement tout le monde et il faut apprendre à le faire comment? Non, je pense qu'il faut clarifier les choses. Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent lors des opérations de manœuvre d'accostage et d'appareil des navires. D'abord, les pilotes, c'est des gens qui sont formés en bonne et due forme, comme quand vous prenez les pilotes de l'air. Les pilotes de l'air, c'est pratiquement les pilotes des navires, mais ce n'est pas la même chose. Ici, la différence, l'autre, c'est en l'air, l'autre ici, ça concerne uniquement que les navires. Donc, les pilotes sont vraiment, c'est des gens qui sont formés, qui ont reçu une formation plus de 5 à 7 ans. Non, je ne veux pas de ceux-là qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, ça fait partie des acteurs. Donc, il n'a pas un âge donné, pas du tout. Dès qu'on voit votre profil, le port se charge peut-être de vous envoyer une formation pour vous former dans ces domaines-là. Et une fois la formation est finie, vous revenez
pour vraiment exercer votre activité. Donc, il n'a pas un âge donné. Toujours est-il que l'âge légal que vous reconnaissez, c'est 18 ans. Donc, je pense que si vous remplissez ce genre de conditions et que vous avez la chance d'être portier un jour, vous pouvez facilement quand même s'y mettre. Alors, Monsieur Awandokon, vous avez certainement un petit mot à lancer à l'endroit de tous les acteurs portuaires, puisque vous êtes dans le secteur, vous êtes un consultant en économie de transport, et quand ça rate à un moment donné, et aussi bien l'accostage comme l'appareillage, quand cela ne se fait pas comme cela se doit, ça pourrait engendrer quelques pertes pour le pays. Bien sûr. Au fait, mon mot de fin, c'est que c'est de rassurer. C'est de rassurer tant bien les transportateurs, les manutentionnaires et autres, qu'aujourd'hui, au port de Cotonou, nous disposons vraiment des appareils très performants qui pourraient vraiment concourir par rapport à l'accostage et à l'appareillage des navires. Et pour finir, peut-être, l'une des solutions déjà qui est contenue dans le programme d'action du gouvernement, c'est la reconstruction de la tour de la vigie. Désormais, c'est contenu dans le programme d'action du gouvernement et qui va doter cette tour d'un radar de dernière génération qui pourra peut-être capter les navires de longue distance et de long kilométrage. À partir déjà de combien de distance on peut signaler que voilà, il y a un navire qui arrive, qui va accoster? Ça dépend. Si un navire est dans nos eaux, systématiquement, je pense que, comme je vous ai dit, les radars quand même signalent ça automatiquement. Une fois que le navire se trouve dans les eaux du Bénin, automatiquement cela est signalé. Monsieur Awandokon, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes consultant en économie de transport et assurance. On reviendra certainement à vous pour un autre plateau sur ce qui concerne donc le port ou les activités portuaires. Le grand rendez-vous de ce vendredi 25 mai 2018 est pratiquement terminé. Mais avant de se dire donc à la prochaine et se souhaiter agréable week-end, on revoit la météo. Je remercie tous les invités qui sont passés ici à tour de rôle pour nous apporter des informations utiles personnellement et pour le développement de notre nation. Merci aux chroniqueurs aussi. Merci à Amandine parce qu'elle était la seule d'ailleurs comme chroniqueuse. On retrouve nos chroniqueuses à partir de lundi pour d'autres numéros encore plus alléchants. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. En tout cas, pour moi, ça a été un grand bonheur de vous servir tout au long de cette semaine. Alors, j'espère que vous avez prévu votre présent, ou du moins le présent de maman. Il le faut
puisqu'elle vous a donné la vie, elle nous a donné la vie. Il faut lui dire merci pour la vie que tu nous as donnée, maman. Et ça va se faire le dimanche, puisque la communauté va donc honorer les mamans. C'est la fête des mères. Encore une fois, bonne fête, chère maman. Le grand rendez-vous de ce vendredi, stop et fin. On se dit donc à lundi prochain peut-être.